Bien bonjour à toutes et à tous. Voici donc une première vidéo de cette thématique recherche de stage que vous avez en principe en atelier de professionnalisation où nous allons voir un petit peu comment faire pour trouver un stage. Pour commencer, avant de se lancer tête baissée à aller frapper à toutes les entreprises qui sont à notre disposition, vous allez voir qu'on va avoir une méthodologie à suivre qui vont nous garantir un plus grand succès dans cette recherche-là. Je tiens tout de suite également à préciser que tout ce que nous allons voir dans ce chapitre et les chapitres suivants sont aussi bons pour la recherche de stage que pour la recherche d'un emploi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici la problématique suivante. Comment être recruté? Parce que à l'heure actuelle, dans l'économie, il y a plus de personnes qui cherchent du travail qui n'en proposent. Du coup, comment faire pour pouvoir être celui qui sera recruté et retenu plutôt qu'un autre? Par rapport à cette problématique, on va déjà réfléchir à combien une entreprise reçoit-elle de demandes de stage ou de CV de candidature, même pour un poste, par an. La réponse sera qu'elle sera donc différente en fonction de l'entreprise. Bien sûr, plus l'entreprise sera grande et aura donc une grande renommée, et plus elle recevra de demandes. Donc, en fonction de vos ambitions, du secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler, sachez qu'il y aura de plus en plus, en tout cas plus ou moins, de compétition. Le meilleur des exemples, parce que ça a été l'entreprise qui a toujours reçu le plus de demandes de candidature, que ce soit stage ou boulot confondu, ça reste l'entreprise Google. Et donc, à l'échelle mondiale, elle a reçu 3,3 millions de CV en 2019 pour n'en retenir que 7000, c'est-à-dire 2 pour 1000. Donc, vous doutez bien que ça reste possible de travailler pour Google, mais il y a un grand nombre d'obstacles et c'est surtout que on n'est pas tout seul sur le marché de l'emploi à vouloir travailler chez elle. Donc, voici vos objectifs que vous devez garder en tête, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Et de ce fait, il va falloir sortir du lot. Comment faire pour que justement je sois celui qui sera choisi plutôt que un ou une autre? Et de ce fait, il va falloir donner envie aux recruteurs de me recevoir. Et vous allez donc vite vous rendre compte que par rapport à cette réflexion que je vous annonce dès le début de ce chapitre, vous allez recevoir beaucoup plus de refus que de portes ouvertes. Donc, premier élément, il va tout de suite falloir se dire qu'il ne faut pas se décourager. Vous allez voir que pour certains, ça sera peut-être beaucoup plus facile ou beaucoup plus rapide, et peut-être pour d'autres, à savoir vous, il va falloir s'armer de courage, de patience, et surtout, tout ça, ça signifie également qu'il va falloir une préparation méthodique et rigoureuse. Tout ce que nous allons donc voir là par la suite va favoriser vos chances pour obtenir un stage ou un travail. Je ne vais pas dire que automatiquement ça va être un oui, mais les probabilités de succès seront beaucoup plus importantes en suivant cette méthode plutôt que d'y aller tête baissée avec vos propres moyens. Petit élément de réflexion également, c'est déjà de se dire que l'entreprise ne fait pas du social. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que elle a le choix ou pas de vous recruter. Ce n'est pas parce que vous allez arriver avec votre beau sourire et votre beau CV qu'elle va vous dire mais je vous attendais, c'est parfait, voici le tapis rouge, vous n'avez plus qu'à marcher dessus. Eh bien, pas du tout. Déjà, il va falloir comprendre les raisons de pourquoi vous devez faire ce stage. Tout recruteur souhaite connaître en premier lieu vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à le contacter? Pourquoi lui? Pourquoi cette entreprise? Donc, c'est déjà une première réflexion que vous devez avoir sur, quelle est votre motivation? Parce que bien sûr, si vous arrivez, parce que pour certains c'est votre premier stage, en présentant le stage comme une obligation scolaire, en disant bon ben voilà, il faut que je fasse un stage, est-ce que vous voulez bien me prendre? Bien sûr, on ne va pas vraiment ressentir le pourquoi vous voulez le faire dans cette entreprise, dans ce secteur, et donc dans ce cas-là, la personne que vous allez avoir en face de vous va pas vraiment ressentir cette motivation et ne va pas retenir votre candidature. C'est la raison pour laquelle il va falloir mettre de l'enthousiasme, parler d'un souhait personnel qui sera proche peut-être d'un projet professionnel, on en reparlera un petit peu plus tard, et ainsi exprimer votre envie de vous enrichir professionnellement. Le stage est là, c'est vraiment une situation win-win, de gagnant-gagnant. Vous êtes là pour apporter des éléments, mais l'entreprise est là également pour vous en retourner. Elle n'est pas là que pour vous donner un stage, et vous êtes là également pour pouvoir donner un petit peu de votre personne, mais plus que simplement, on va dire, on n'est pas que sur
on va dire, de la tâche mécanique. D'accord? Et donc, tous ces éléments d'enthousiasme, etc., vont devoir donc ressortir à la fois dans votre lettre de motivation, à la fois dans les différents entretiens téléphoniques que vous pourrez avoir, et bien sûr, si vous décrochez un entretien d'embauche, c'est ici que va tout se jouer. Vous allez avoir un certain nombre de contraintes à respecter par rapport à ce premier stage en BTS gestion de la PME. Déjà, vous allez avoir des dates, à savoir qu'en tout, vous allez avoir 2 stages de 6 semaines, un en fin de première année où ça va se passer du 16 mai au 25 juin. Ça sera néanmoins à confirmer, nous allons devoir un peu nous réunir à nouveau pour confirmer cela. Et vous allez avoir un stage en deuxième année, cette fois-ci ce sera au courant de l'année, généralement c'est toujours aux alentours du mois de février-mars, étant donné que la fin de l'année sera réservée pour toutes les épreuves qui vous attendent. Et ces stages se dérouleront dans le meilleur des cas dans une seule entreprise. En tout cas, c'est l'objectif, de rester dans la même entreprise entre votre stage de première année et de deuxième année, parce que vous allez pouvoir mettre les choses, on va dire, tout ce qu'on attend du stage de deuxième année, vous allez pouvoir les mettre en place beaucoup plus rapidement, parce que vous connaîtrez déjà l'entreprise. Également, ça peut être au cours du stage de première année que vous allez pouvoir repérer peut-être des besoins de l'entreprise ou des problématiques qui pourront donner l'objet justement d'un projet pour votre stage de deuxième année. Parce qu'à savoir que les attentes du stage de première et de deuxième année sont différentes. Donc le mieux, ça reste de rester dans la même entreprise. Après, si pour X raisons, vous allez devoir changer, bon, sachez que vous allez être dans 2 entreprises. Ce n'est pas grave, mais c'est quand même mieux de rester dans une seule. Deuxième contrainte à respecter, et qui seront différentes en fonction des BTS dans lesquels vous serez, ça va être votre lieu de stage. Et pour ce faire, nous allons répondre à plusieurs questions. Déjà, quel type d'entreprise? Donc pour le BTS gestion de la PME, bien sûr, il va falloir donc chercher des entreprises. Déjà, l'entreprise en question, ce sera une PME de 5 à 50 salariés. Alors, je sais qu'une PME, ce n'est pas cet effectif-là, mais là, je parle d'un cadre idéal pour pouvoir vous ouvrir, en tout cas trouver le cadre le plus favorable pour votre stage de première et de deuxième année. On peut être soit en France, soit à l'étranger, donc ça vous ouvre d'autres possibilités. Et il va falloir qu'il y ait une certaine polyvalence dans les missions qu'on vous propose. Et là-dessus, on va devoir regarder un petit peu plus tard justement votre référentiel. Le statut juridique est également un élément important parce qu'il va pouvoir nous permettre de savoir est-ce que le dirigeant est propriétaire et seul à prendre des décisions. Plus il sera seul et plus il pourra justement vous donner une certaine marge de manœuvre dans les différentes décisions à prendre. Parce que en fonction de ce statut-là, on peut se retrouver avec par exemple des succursales ou encore des franchises, qui fait que on n'a pas du tout la même marge de manœuvre parce que les produits sont imposés, les prix sont imposés, donc tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire dans certaines entreprises. Donc attention aux entreprises que vous prospectez, il faut qu'elles aient justement cette indépendance sur le plan juridique, financier et également commercial. Donc c'est là qu'on ne va pas choisir des grands groupes ou encore des franchises. Dernier élément, c'est sur le secteur d'activité. Alors en théorie, gestion de la PME, on peut aller absolument dans tous les secteurs d'activité. Néanmoins, pour pouvoir favoriser ce cadre idéal, on va déjà choisir plutôt les secteurs privés. Donc on va éviter tout ce qui est mairie, bibliothèque, médiathèque, voilà tout ce secteur-là parce que j'en reviens toujours pareil sur votre marge de manœuvre et la polyvalence que l'on recherche dans votre stage. Et il y a également des secteurs comme la banque, assurance, immobilier et tous les services aux entreprises où nous avons des BTS spécifiques. D'accord? Nous avons un BTS banque, un BTS assurance, etc. Et de ce fait, elles vont davantage recruter des personnes qui sont issues de ces BTS-là. Par ailleurs, nous n'avons pas la même polyvalence dans ces entreprises-là, parce que quand on va avoir par exemple des recherches de fournisseurs à faire, des fournisseurs en assurance, à part tout ce qui est fourniture de bureaux et mobilier, nous n'avons pas beaucoup de marge, en tout cas de possibilités. Mais afin de pouvoir vous ouvrir un peu plus à d'autres justement possibilités, je reviens toujours à ça. euh, Bien sûr, on va s'ouvrir à d'autres types d'unités, d'autres types d'entreprises où on va retrouver cette polyvalence, où il y aura donc une très forte proximité avec les compétences du référentiel. Et de ce fait, on va s'ouvrir à des entreprises qui auront plus de 50 salariés, mais également des associations.
et voici la contrainte principale que vous allez avoir dans absolument tous les BTS, ça va être votre référentiel. Quels sont les contenus et donc les missions que votre tuteur ou votre directeur va vous demander de faire pendant ce stage-là. Et donc là, vous allez pouvoir prendre tout simplement la liste que votre professeur va vous donner. Et il va falloir présenter ce référentiel-là à votre tuteur, en tout cas au recruteur, pour lui dire, ben, voici les contraintes, en tout cas les missions que je dois réaliser pendant mon stage. Et donc là, vous allez devoir être attentif. Et à savoir qu'en BTS de gestion de la PME, nous avons donc 6 activités différentes qui va couvrir donc le référentiel de GRCF. Et par rapport à ces 6 activités-là, il va falloir être dans un stage, donc dans une entreprise, qui va vous proposer 3 activités minimum du référentiel, en sachant que l'activité 2, administration des ventes, et celle-ci est obligatoire. Vous allez voir de toute manière que ça va être assez facile à trouver, étant donné que c'est tout ce qui est lié à la facturation, ou dès qu'il y a un devis, n'importe quel, on va dire, documents commerciaux que vous allez avoir entre les mains, que vous allez générer ou que vous allez utiliser, ça sera donc assez facile parce que vous allez voir, ça sera un petit peu incontournable. Et on va vous demander un stage où on utilise soit un PGI, soit au minimum un tableur Excel pour tout ce qui est justement la gestion commerciale ou la comptabilité. Ça également, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça sera assez facile à trouver. Donc, ce référentiel que vous allez présenter au recruteur ou encore au tuteur, eh bien, vous allez devoir le faire cocher. C'est lui qui va vous dire, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et ce référentiel, vous allez pouvoir le rapporter à votre professeur pour qu'il puisse vous valider votre stage afin de vous assurer que, eh bien, on respecte les différentes contraintes qui nous sont donc imposées. Je précise ici que c'est plutôt le tuteur et non le recruteur qui va devoir cocher ce référentiel. Tout simplement parce qu'il y a des situations où le recruteur, donc ça peut être le DRH ou la DRH, elle est très gentille, hein, elle va vous dire que vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, elle va vous cocher justement différentes missions. Et il est déjà arrivé que des étudiants arrivent en stage et que le tuteur que l'on vous a donc octroyé, que le ou la DRH vous a octroyé, n'était même pas au courant de votre arrivée. Et c'est là que lui, eh bien, n'est pas du tout ouvert ou capable de vous faire travailler sur telle ou telle mission. Donc il faut à tout prix, à un moment donné, une fois que vous avez donc validé votre stage avec votre recruteur, rencontrer votre tuteur et c'est lui qui va précisément vous dire qu'est-ce que vous allez faire pendant 6 semaines. Bien, une fois que vous avez donc compris un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez devoir chercher votre stage et que vous avez compris les différentes contraintes dans cette recherche, bien sûr, il va falloir rédiger votre CV et votre lettre de motivation, ce que vous allez devoir envoyer directement au contact que vous aurez donc trouvé dans l'entreprise recherchée. Pour ce faire, eh bien, ce sera avec Madame Hautevas que vous verrez comment rédiger un CV et une bonne lettre de motivation. Et donc, parallèlement à cette rédaction de CV et de lettres de motivation, eh bien, nous, de notre côté, nous allons poursuivre la méthodologie avec la réalisation d'une liste d'entreprises à contacter. Pour ce faire, eh bien, vous allez donc devoir créer un fichier Excel qui sera partagé. Et pour ce faire, nous allons donc utiliser Google Drive. L'idée est de pouvoir, vous et moi par la même occasion, savoir exactement quelles sont les entreprises que vous prospectez, quels sont les contacts que vous avez réussi à trouver au niveau de ces entreprises et au niveau des prises de contact, quelles ont été les différentes réponses. Voilà, vous allez avoir des dates. Voilà, j'ai envoyé ma candidature à telle date, j'ai relancé l'entreprise à telle date et voici la réponse que j'ai obtenue. Nous avons donc 3 rubriques que vous allez devoir créer, société, contact et prise de contact. Deuxième élément, eh bien, une fois que vous avez créé donc la forme de cette liste, eh bien, vous allez devoir passer à l'étape de recherche et de sélection. Là, vous allez devoir faire en fonction de plusieurs éléments. Bien sûr, les contraintes de stage dont nous avons parlé précédemment. Vous allez devoir déjà préalablement essayer de vous renseigner sur la taille, le secteur d'activité, mais bien sûr aussi la distance géographique. Ne cherchez pas des entreprises si vous allez avoir des difficultés pour vous y rendre au moment du stage. Aussi, par rapport à vos goûts personnels, peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez l'ambition de créer une entreprise et dans ce cas-là, l'idée, ce serait peut-être de vous
tourner vers des entreprises qui correspondent à vos différents goûts. Vous aimez le sport, vous aimez l'automobile, bon, ben, vous allez pouvoir vous diriger, essayer de trouver des entreprises qui correspondent à ces différents goûts-là. Et plus vous allez avancer, et plus il va falloir élargir votre sélection à d'autres cercles. Malheureusement, vous n'allez peut-être pas trouver un premier stage exactement dans l'entreprise dans laquelle vous voulez le faire ou le secteur dans lequel vous voulez le faire. Donc, l'objectif n'est pas d'avoir des centaines et des centaines d'entreprises dans votre liste, mais plutôt de faire une sélection de quelques dizaines pour pouvoir à chacune de ces entreprises envoyer un courrier personnalisé. Je reviendrai sur cet élément un petit peu plus tard. Et c'est là que j'attire juste votre attention sur attention aux entreprises connues, parce que comme on l'a dit en début de présentation, plus l'entreprise est connue, plus elle va recevoir de candidatures et plus la sélection sera donc dure. Donc restez ambitieux, mais restez également réaliste sur quelle est l'attente par rapport à votre candidature des entreprises qui seront les plus sollicitées. Et maintenant, où faire ces recherches? Bien sûr, premier élément de réponse qui nous vient assez rapidement à l'esprit, on va les chercher sur Internet et sur certains annuaires. Et là, nous avons donc des annuaires très spécifiques, surtout par rapport à notre localisation. Donc les pages pro, ça reste assez général, hein, page pro ou page jaune. C'est juste que les pages pro, vous allez avoir des informations un peu plus spécifiques sur l'entreprise qui vont nous intéresser. Et au niveau de la Guadeloupe, nous avons des annuaires tels que MPI, pour Association des moyennes et petites industries de la Guadeloupe. Bien sûr, il y a uniquement pour la zone de Jarry un annuaire. Donc si Jarry fait partie de votre zone de recherche, pourquoi pas aller directement sur cet annuaire. Et il y a également un autre annuaire assez connu qui s'appelle guadeloupe.net qui vous permet de chercher des entreprises en fonction de la ville ou encore du secteur d'activité. Deuxième élément de recherche, ce sont donc les journaux et les magazines locaux. Donc bien sûr ici ce sera le France Antilles parce que dans les journaux vous pouvez avoir plein d'informations sur des entreprises qui viennent d'arriver, qui sont en train de grandir ou qui sont en train de se déplacer. Bref, toute une actualité qui vous permettra par ailleurs de personnaliser votre candidature à cette entreprise-là. Troisième élément de recherche, il existe des espaces qui sont dédiés spécifiquement pour tout ce qui est emploi ou encore stage. Le Pôle emploi, il se peut qu'il y ait des offres de stage qui sont directement proposées dessus. Et vous avez donc des plateformes très spécifiques qui s'appellent Monster, LinkedIn ou encore Viadeo, où dessus vous avez des offres d'emploi ou également des offres de stage qui sont donc proposées. Je reviendrai un peu plus tard sur LinkedIn qui commence à avoir une importance un petit peu incontournable, qui est un peu le Facebook professionnel où vous allez pouvoir mettre votre CV directement en ligne et trouver également des entreprises qui communiquent de plus en plus via ce réseau-là. Autre possibilité, ce sont les entreprises elles-mêmes. Donc vous allez pouvoir vous déplacer directement dans certaines entreprises pour pouvoir récupérer des informations. Là, je pense en l'occurrence, si vous ciblez des entreprises assez importantes avec une certaine réputation, eh bien pourquoi pas aller directement sur place pour déjà glaner des informations qui pourraient vous être utiles pour votre candidature. Et dernier élément, et je pense que je vous recommande dans un premier temps de faire appel à ce moyen de recherche-là, tous vos contacts personnels. Les parents, les voisins, les amis, la fratrie peuvent éventuellement travailler dans une entreprise et donc dans ce cas-là, si c'est une entreprise qui peut vous intéresser, autant passer par ce qu'on appelle vos filons. Parce que dans ces cas-là, assez facilement, vous allez pouvoir passer différents filtres, surtout la secrétaire, et ces personnes-là pourront directement vous donner le nom de la personne qui recrute et surtout déposer votre CV en haut de la pile. Donc, pensez tout de suite à tous les contacts personnels que vous pouvez avoir et qui pourraient vous permettre de dégoter un stage. Et pendant vos recherches, il va falloir donc récupérer un certain nombre d'informations. Collecter et identifier les informations qui vous seront utiles. Donc je vais rajouter ici différentes sources pour pouvoir compléter certaines informations à obtenir. Parce que en fonction de ces sources, vous allez pouvoir récupérer des informations qui vont être justement très utiles. Et nous allons voir comment vous allez pouvoir utiliser ces différentes informations. Alors déjà, sachez que, mis à part toutes les sources dont on a parlé juste avant, vous allez pouvoir compléter, en fonction de l'information que vous recherchez, compléter votre recherche avec le site internet de l'entreprise, si tant est qu'elle en ait un, et également deux sites qui s'appellent Manageo ou Société.com qui vont vous permettre déjà d'avoir des informations très intéressantes. Quelles sont les informations qui vont nous intéresser? Bien sûr, les coordonnées de l'entreprise.
On peut trouver des fois les coordonnées directes du DRH ou du directeur si c'est communiqué par exemple sur le site même de l'entreprise. D'autres informations qui nous intéressent, ce sont bien sûr ses caractéristiques. Par exemple, son effectif, est-ce que c'est une grande ou une petite entreprise? Est-ce qu'il y a 1, 2, 5, 10, 20 salariés? Également lié à son secteur d'activité pour savoir réellement ce qu'elle peut réaliser. Et l'information incontournable va être le nom du responsable. Parce que la première chose qu'il va falloir faire quand vous allez adresser votre candidature, ce sera de personnaliser votre candidature. Et pour cela, il faut savoir à qui envoyer votre candidature et il vous faut donc un nom. Et après, il peut y avoir tout un tas d'autres d'informations qui pourraient vous être utiles. Un fait ou un événement. Tout à l'heure, je vous parlais, quand on prend le journal local, on peut avoir des informations très intéressantes sur ce qu'il se passe dans une entreprise en particulier, et ça va être une information qui sera très intéressante par la suite. On peut parler donc d'effectifs, de chiffre d'affaires, il peut y avoir des informations sur une date, comme je vous parlais également tout à l'heure d'une ouverture, tout ce qui est donc de liste de produits de clients, ou encore des compétences qui peuvent être recherchées. Les informations communiquent. Vous avez par exemple des fois sur les sites internet des grandes entreprises une section recrutement où vous avez carrément les profils des personnes qui sont en train de rechercher. C'est donc une source d'informations et des informations qui sont incontournables. Et que faire de tout ça? Eh bien, avant tout, c'est d'argumenter. Imaginez que vous avez compris, ou en tout cas vous avez su dans la lecture d'un journal que une certaine entreprise est en train de grandir ou justement à déménager dans un endroit parce qu'elle est en train de croître, eh bien c'est une information que vous allez pouvoir mettre dans votre lettre de motivation et également en parler au niveau de votre entretien. Et vous comprenez que ça fait une grande différence entre une personne qui ne connaît absolument rien de l'entreprise et vous qui arrivez en disant, eh bien j'ai lu dans le journal que vous étiez en train justement de grandir et donc c'est une information qui ne m'a pas échappé et vous comprenez que moi ça m'intéresse de faire un stage ou de faire une demande d'emploi dans une entreprise qui est très dynamique, est en train de réussir, est en train donc d'apporter un grand changement en son sein. C'est donc une entreprise qui réussit et moi je veux faire mon stage dans une entreprise qui réussit. Donc voilà, ça c'était donc un petit exemple, mais simplement pour comprendre à quel point ces informations sont importantes et vont aussi vous permettre de vous distinguer par rapport aux autres. Et très important, montrer que vous avez compris le besoin de l'entreprise. Parce que vous n'arriverez jamais à trouver un stage si vous ne connaissez pas le besoin de l'entreprise. L'entreprise a continuellement des besoins, c'est tout le temps le cas. Et donc, si vous arrivez à trouver que l'entreprise a un besoin particulier et que vous êtes justement la réponse à ce besoin-là, eh bien, dans ces cas-là, vous arriverez à trouver le stage dans l'entreprise de vos souhaits. Dernier élément, poser des questions pertinentes. Parce que vous avez appris qu'il y avait une ouverture ou l'agrandissement d'un magasin, eh bien vous allez peut-être pouvoir poser des questions spécifiquement sur cette information, sur cet événement, et là encore, ça pourra faire une différence. Simplement une petite mise en garde par rapport à cette collecte d'informations. Premièrement, ne cherchez pas des informations au hasard sans savoir ce que vous cherchez et à quoi elles vont vous servir. Parce que bien sûr, trop d'informations tue l'information. Donc restez vraiment sur les données que je vous ai données dans la diapositive précédente. N'entrez pas en contact par écrit ou par téléphone avec une entreprise sans rien savoir d'elle ou sans savoir quelle information vous recherchez. Si c'est juste pour appeler bonjour, je cherche un stage, eh bien là vous avez tout perdu, c'est faux et ça ne va pas fonctionner. Donc il faut déjà savoir par exemple qui demander au téléphone, quel est le recruteur, quel est le nom du responsable et ça on peut déjà l'obtenir avant même le tout premier appel téléphonique. Troisième élément à éviter, c'est donc de citer des informations dont vous n'êtes pas certain. Et si vous n'êtes pas donc certain, donc soit vous êtes certain et vous citez vos sources, bien sûr, et si vous n'êtes pas certain, dans ce cas-là, utilisez l'information avec prudence. Il me semble, je crois savoir que. Une fois que vous avez votre liste qui est complète, au moins déjà 5 entreprises pour pouvoir commencer votre prospection, eh bien vous arrivez à l'étape où il faut contacter bien sûr les entreprises. Là, vous avez plusieurs moyens. Mais le premier moyen que je vous recommande, c'est déjà le contact par téléphone. Et pour quelle raison? Avant même d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation, vous devez à tout prix téléphoner à l'entreprise. Pourquoi faire? Premièrement, c'est par téléphone que vous allez savoir à qui exactement l'envoyer. Peut-être que vous allez trouver dans vos recherches que le directeur s'appelle Monsieur Martin, mais est-ce que c'est lui qui recrute?
on n'en sait rien. Ça peut être l'assistant de direction, ça peut être un DRH ou une DRH. Et donc dans ces cas-là, le fait de téléphoner avant même de faire votre CV de votre lettre de motivation, vous savez à qui précisément l'envoyer. Et également comment. Il va y avoir des entreprises, on va vous dire, c'est donc la DRH et voici son email. Vous allez avoir des entreprises, on va vous dire, il faut venir directement. Donc le fait de téléphoner avant va vous permettre donc de personnaliser spécifiquement donc votre lettre de motivation, votre candidature réellement à la bonne personne, comme je vous disais, parce que le directeur n'est pas forcément celui qui recrute, et également le moyen pour envoyer votre candidature par mail, sur place, bref, c'est l'entreprise justement qui va vous dire par téléphone cette information. Vous allez donc créer un premier contact, cette personne-là, parce que vous allez peut-être la secrétaire que vous allez avoir au téléphone, peut-être que vous allez la voir justement en vous rendant sur place la prochaine fois, parce que c'est elle qui vous a dit qu'il faut les remettre directement en main propre, et vous pourrez, au moment où vous allez vous présenter physiquement à l'entreprise, lui rappeler, vous vous souvenez, c'est moi qui vous ai appelé la dernière fois. Donc, on crée un premier contact avec cette personne. Et cela va vous permettre, ce premier appel téléphonique, de sentir le terrain et de récolter des informations. Comme je vous disais, mis à part la personne et surtout comment vous les envoyez, si jamais la personne vous dit qu'il faut venir à tout prix physiquement dans l'entreprise, tout simplement poser la question, quels sont les horaires d'ouverture du magasin? Est-ce que d'ailleurs la personne que vous voulez rencontrer sera présente le lundi matin? Peut-être qu'on va vous dire non, le lundi matin, il y a réunion, ce n'est clairement pas le bon moment pour pouvoir venir déposer votre CV. Donc toute information qui pourrait être intéressante pour, toujours pareil, optimiser, favoriser votre réussite. Je rappelle néanmoins ici qu'on n'obtient pas un stage par téléphone. Par contre, on obtient des informations qui vont nous favoriser son obtention, sachant que ce téléphone-là sera l'objet d'un chapitre numéro 2. Autre moyen, bien sûr, pour contacter les entreprises, c'est l'email. Si jamais vous avez pu réussir par téléphone, par exemple, à obtenir l'adresse email directe du directeur ou du recruteur, eh bien, vous allez pouvoir lui adresser votre candidature directement par email. Néanmoins, n'oubliez pas que ça reste la méthode la plus utilisée, donc la plus concurrentielle. Les directeurs peuvent se retrouver avec tout un tas de mails de candidatures, noyés des fois parmi d'autres mails d'ailleurs, professionnels. Et pour éviter justement cette noyette par email, à moins qu'on vous ait dit spécifiquement que c'est uniquement par email qu'il faut prendre contact avec le recruteur, eh bien c'est de se déplacer directement au sein de l'entreprise. Et là, vous allez pouvoir déposer votre candidature directement auprès soit du recruteur, dans le meilleur des cas, soit de la secrétaire. L'avantage de cette méthode-là, c'est que bien sûr, on peut rencontrer directement le responsable du recrutement, plutôt que de tous les emails qui vont se perdre sur sa boîte à lui ou celle de sa secrétaire. Eh bien, il va pouvoir vous rencontrer directement physiquement. Il va peut-être pas vous prendre tout de suite, mais en tout cas, il verra qu'il y a une démarche personnelle que vous êtes en train de réaliser. Et ça peut être un élément de motivation de voir justement la personne se déplacer directement dans son entreprise. Autre élément, également sur place, vous allez pouvoir récupérer des informations très utiles auprès des collaborateurs, des vendeurs, de la secrétaire, parce que vous avez des prospectus également à votre disposition dans l'entreprise. Et bien sûr, comme je vous disais, ça peut laisser une meilleure impression qu'un simple petit email envoyé. Ça, c'est sûr, il y a des recruteurs, des dirigeants qui ne prennent que des stagiaires qui se déplacent directement dans l'entreprise. Et une fois que vous avez donc pris contact de toutes les manières dont on vient de voir, que ce soit par téléphone ou physiquement ou à distance avec l'email, eh bien, vous devez tenir à jour votre fichier contact. Ce fichier que vous avez donc créé sur Google Drive, eh bien, vous allez le tenir à jour avec des dates et les réponses qui ont été données. Le refus, en attente, etc. De sorte à ce que vous sachiez exactement où est-ce que vous en êtes dans votre recherche. De sorte que dès que vous allez rouvrir votre fichier, eh bien, ok, cette entreprise-là, c'est bon, elle m'a dit non. Ah, c'est vrai que j'ai oublié celle-ci, je dois la relancer dans une semaine, etc., etc. Vous devez savoir pour chaque entreprise où est-ce que vous en êtes avec la réponse. Dès que c'est négatif, on passe à l'entreprise suivante et je continue éventuellement d'alimenter mon fichier en ajoutant de nouvelles entreprises en cas de refus sur les premières. Vous devez donc, c'est ce que je disais, savoir à tout moment à quelle étape vous en êtes pour chaque entreprise. Et dernier élément, n'hésitez pas à relancer les entreprises lorsque le délai de réponse est trop lent. Et donc moi, je vous recommande d'attendre une semaine.
Dites-vous que ce n'est jamais l'entreprise qui va vous rappeler. Vous n'êtes qu'un stagiaire. Ils ont énormément de choses à faire à l'heure actuelle, même si la secrétaire ou le recruteur vous dit vous inquiétez pas, c'est moi qui vous tiens au courant, même quand il s'agit des fois d'un boulot, ce n'est jamais eux, ne partez pas du principe que c'est eux qui vont vous recontacter, même s'ils vous le disent. C'est vous qui relancez les entreprises. Et vous attendez généralement un délai d'une semaine pour pouvoir les relancer. Donc n'oubliez pas de mettre une alarme, quoi que ce soit sur votre agenda, pour vous rappeler qu'une semaine après le contact, en tout cas le fait d'avoir déposé votre candidature, une semaine après, c'est vous qui rappelez directement le responsable. Et là, ça sera beaucoup plus rapide parce que comme vous l'aurez déjà envoyé un email ou vous serez rendu directement dans l'entreprise, quand vous aurez la secrétaire au téléphone, vous n'aurez qu'à lui dire, eh bien, c'est moi qui vous ai écrit la semaine dernière, c'est moi que vous avez vu la semaine dernière directement dans votre entreprise, j'ai déposé une candidature, eh bien, je vous rappelle ou je reviens vous voir pour savoir, eh bien, est-ce que le recruteur a pris une décision? Est-ce qu'il a retenu ma candidature? Si oui ou sinon, pourquoi? Dernier élément à retenir, c'est une posture professionnelle à adopter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour certains, vous n'avez encore jamais cherché ou trouvé de stage et il y a une certaine posture à avoir que, eh bien, des fois, vous oubliez. Premier élément, il faut une adresse email professionnelle. Cela signifie qu'il n'y ait aucun numéro dans cette adresse-là. Je peux comprendre que si vous voulez, typiquement sur Gmail par exemple, vous allez peut-être essayer d'avoir cette fameuse adresse professionnelle sans aucun numéro. C'est parfois compliqué à avoir parce que vous n'êtes pas tout seul à avoir votre nom et votre prénom. Néanmoins, le fait d'avoir un numéro, c'est pas professionnel parce que c'est comme si vous étiez Monsieur Francis Martin, numéro 108. Ou même si c'est votre date de naissance ou si c'est votre département, vous comprenez que ça manque clairement de sérieux. Donc voici des petites astuces pour essayer de jouer entre le nom, le prénom, uniquement l'acronyme, la première lettre, un point, pour pouvoir essayer de trouver une adresse qui soit disponible. Donc essayez-les toutes. Vous pouvez éventuellement jouer avec, on va dire, votre nom, votre prénom légèrement réduit, plutôt le prénom qui peut être réduit. Euh, Par exemple, Amandine, ça peut être Amande, ou voilà, des choses qui ne sont pas non plus trop exagérées, en tout cas qui restent dans le sens de votre nom et votre prénom. Et éventuellement, vous pouvez glisser, si vous avez réellement des difficultés à trouver une adresse mail disponible, y glisser votre deuxième prénom. Avec cette adresse, eh bien, vous avez des photos qui se glissent dans un grand nombre d'outils que vous utilisez. Sur Google, sur Facebook, également sur WhatsApp, vous avez des photos. Et autant vous dire que si moi, professeur, j'arrive à y accéder, je peux voir des photos qui sont plutôt de l'ordre privé, mais dites-vous que le recruteur peut également les voir. Si vous voulez rester professionnel, eh bien, commencez déjà par changer toutes ces différentes photos. Pensez également à revoir vos paramètres de confidentialité. Généralement, vous êtes plutôt assez sensible déjà sur cet élément-là, mais ça peut, en tout cas, c'est une étape que vous pouvez refaire juste pour vérifier est-ce que mon compte Facebook est bien caché, est-ce qu'on ne peut pas voir toutes mes photos de soirée par exemple, également sur Google. Donc, essayez de revoir, juste recontrôler ces différents paramètres pour vous assurer que un recruteur ne pourrait pas justement voir des choses qu'il n'aurait pas à voir. Dans ces différents éléments, n'oubliez pas également le répondeur. Vous avez peut-être un super répondeur très sympa pour vos amis, mais étant donné que c'est le numéro que le recruteur va également utiliser, il est possible qu'il tombe sur votre messagerie parce que vous serez en cours. Il serait peut-être plus judicieux de refaire un répondeur normal pour éviter tout désagrément ou toute mauvaise image que le recruteur pourrait se faire de vous. Toujours dans la rubrique posture adoptée et aide professionnelle, si vous avez par exemple Gmail ou également toute autre adresse mail, eh bien en fonction du nom et du prénom que vous avez donné au moment de la création de votre compte, eh bien ce nom et son prénom va apparaître dans les emails envoyés. Et certains ont peut-être une adresse mail, on va dire professionnelle, mais le nom qui apparaît quand vous envoyez un email n'est pas du tout pro parce que ça va être un surnom. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir changer ce nom qui apparaît. Je vais vous l'expliquer tout de suite après. Également, si vous commencez à multiplier tout un tas d'adresses email, mais sachez que toutes les boîtes mail peuvent vous transférer les emails que vous recevez justement sur vos différentes boîtes. Plutôt que de devoir ouvrir
les unes après les autres votre boîte Hotmail, votre boîte Gmail, la Poste, Orange, etc., etc., sachez que vous pouvez avoir une seule boîte mail et retransférer automatiquement tous les emails que vous recevez sur vos autres boîtes mail sur cette boîte mail-là. Donc sachez que pour pouvoir faire d'ailleurs le TD sur Google Drive pour mettre votre liste d'entreprises, il vous faut à tout prix un compte Gmail. Là, si vous avez déjà une adresse mail pro, gardez-la. Créez n'importe quelle, on va dire, boîte mail Gmail pour pouvoir faire justement votre TD et éventuellement rediriger les différents emails que vous pourriez recevoir dessus sur votre boîte mail, on va dire, principale. Pour pouvoir justement changer le nom et le prénom qui apparaît sur Gmail, vous devez tout simplement aller donc dans les paramètres, compte et importation. Et là, comme vous pouvez constater, c'est marqué envoyer des emails en tant que. Et là, vous voyez que moi, personnellement, j'ai donc mon nom et mon prénom qui sont dessus. Pour transférer les emails que vous pourriez recevoir sur votre compte Gmail que vous n'utilisez que peu fréquemment, dans ces cas-là, vous devez aller dans la rubrique transfert et pop IMAP. Et là, vous ajoutez une adresse de transfert pour pouvoir récupérer tous les emails qui arrivent sur ce compte-là. Je terminerai par le petit récapitulatif. Vous allez donc devoir créer un fichier partagé sur Google Drive et également donc votre CV et lettre de motivation. Vous allez donc devoir commencer vos recherches et sélectionner des entreprises en respectant les contraintes du stage. Collecter des informations par Internet ou par téléphone, à savoir le nom du responsable du recrutement, les possibilités de stage, etc., etc. Nous allons en reparler dans le chapitre prochain, chapitre numéro 2. Envoyer par email ou déposer à l'entreprise directement au responsable des recrutements votre candidature. Relancer les entreprises une semaine après avoir déposé votre candidature en cas de non-réponse. Et bien sûr, tenir à jour votre fichier entreprise à chaque étape. Chaque fois que vous avez une interaction avec une entreprise, vous devez dire quelle a été cette interaction et surtout la réponse finale. Et sachez que ce fichier que vous allez devoir tenir à jour, je le consulterai un petit peu au fur et à mesure et cela vous donnera une note sur 20 que vous aurez en GRCF. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation a été intéressante. Pour les personnes extérieures au BTS, eh bien, supprimer tous les éléments qui sont liés spécifiquement à la recherche de stage et du BTS. Mais à partir du moment où vous êtes sur la partie collecter des informations ou encore CV et lettre de motivation, eh bien, on est dans typiquement la méthodologie pour trouver un stage ou trouver un travail. Bon courage à vous dans tous les cas dans votre recherche et je vous laisse et je vous retrouve plutôt dans le chapitre numéro 2.